vais accueillir, merci beaucoup Marc, d'avoir mis la slide de notre prochaine table ronde, concevoir et fabriquer avec Fusion 360. Je vais accueillir deux intervenants que je vais inviter sur scène, Herman Bure du studio OV Studio et Grégoire Mercuzzo, ne devrait pas tarder, de chez Decathlon. Bon. Bonjour Herman. Bonjour, ça va bien? Bien et vous? Ça va, ça va. Bonjour Grégoire. Bonjour. Grégoire, je vous présente Herman. Herman, je vous présente Grégoire. Bon, Enchanté. on est parti pour 45 minutes de table ronde avec comme sujet concevoir et fabriquer avec Fusion 360. Alors, qui fait écho à, à tout l'événement, mais aussi à la table ronde de ce matin qui était imaginer et concevoir avec Fusion 360. Là, l'idée, c'est d'aller à l'étape d'après. C'est d'aller à la fabrication. Donc, par fabrication, on pense effectivement à l'injection, on pense à différentes méthodes de fabrication, notamment l'impression 3D. Aujourd'hui, on va parler de deux méthodes, l'injection et l'impression 3D, si je ne m'abuse. En quelques mots, pour présenter nos intervenants, Herman Bure, avec une formation en conception de produits industriels, une école d'ingénieur en génie mécanique, Herman, plutôt orienté conception. Vous avez lancé votre structure qui s'appelle OV Studio. C'est un studio qui a pour vocation de répondre aux demandes de développement de nouveaux produits, combinant design et ingénierie. Le terme OV Studio, vous m'avez envoyé la définition, je ne le savais pas, issu du latin ovum. Un OV est une réalisation en forme d'œuf ou d'ovoïde. C'est une figure esthétique aux courbes douces en lien direct avec la nature qui représente la création, l'arrivée de quelque chose de nouveau. On parlera de création, j'ai l'impression, aujourd'hui, peut-être de biomimétisme aussi. Donc voilà, vous allez venir nous parler de conception d'un moule d'injection en impression 3D et notamment votre partenariat avec Holymaker qui sponsorise notamment cet événement, qui a une table au deuxième étage, si je ne me trompe pas. Et on aura avec nous aussi Grégoire Mercuzzo. Ça fait 4 ans que Grégoire a rejoint Decathlon et notamment l'entité AdLab. AdLab, si vous ne connaissez pas, c'est l'entité dédiée à la fabrication additive. C'est un peu le studio d'innovation où tout est créé par impression 3D chez Decathlon. Grégoire, vous êtes ingénieur matériaux de formation. Vous occupez actuellement le rôle de leader de la stratégie matière pour la fabrication additive. Alors, c'est intéressant parce que sur cette conférence, on aura justement une expertise aussi matière et voir comment ça s'imbrique avec la conception. Et donc, à ce titre, vous œuvrez à l'écriture de la roadmap matière, à la caractérisation des besoins et au sourcing des matériaux auprès de vos fournisseurs, des matériaux donc en impression 3D. Et donc, vous interviendrez, vous, Grégoire, sur un talk dont le sujet est de l'embryon de l'idée à la fin de vie du produit. Encore une fois, il y a cité d'œufs, d'embryons. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet? Herman, Grégoire? Moi, il y avait l'œuf, c'était quelque chose qui alliait l'esthétisme et en lien avec le biomimétisme. Et un œuf, c'est quelque chose qui n'est pas encore créé, donc c'est ce que ça m'évoque, la création. C'est ça, je suis un peu du même avis à la genèse du projet, savoir qu'on va pouvoir œuvrer sur l'ensemble de la chaîne de la valeur et sur tous les pans de la vie du produit. Super. Bon, c'était le mot d'intro. Merci, messieurs. Herman, je vous laisse présenter. Non, je partage. Partager. Okay. Sinon, je suis à votre disposition si vous voulez que je le fasse, sans aucun souci. Voilà. Peut-être je vous poserai des questions. Non, c'est bon. Ouais, ça marche. Hop. Normalement, c'est bon. C'est bon, tout le monde va? Vous pouvez essayer de tourner une page juste pour être sûr. Mais je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça marche. Ouais, vous êtes sûr? Ok, allez-y. Ouais, c'est bon. Ok, donc je vais vous présenter la conception d'un moule d'injection en impression 3D, ou plutôt comment on en arrive à créer un moule imprimé en 3D. Donc voilà, l'introduction a déjà été faite. Donc OV Studio, en quelques mots, c'est une entreprise que j'ai créée en 2020, qui est une auto-entreprise, qui allie ingénierie et design. Et le type de client est surtout start-up, donc des gens qui n'ont pas forcément les compétences de créer un nouveau produit ou qui n'est pas forcément leur cœur de métier, qui passent par moi pour développer leur premier produit, ou sinon ça peut être aussi des particuliers
qui veulent réaliser un POC, donc un Proof of Concept, donc qui est quelque chose travailler sur la création et créer un nouveau produit, faire, on va dire, le travail avant la création de nouveaux produits pour valider une idée. Donc, je vais vous présenter le cas d'étude suivant. Donc, en partenariat avec Formlabs et Holymaker. Donc, Formlabs qui est une entreprise qui fabrique des imprimantes 3D et de la résine, et Holymaker qui fabrique des presses à injecter manuelles, et moi-même. Donc, on a créé un cas d'étude qui permet d'approfondir sans confidentialité tous les points. Donc, avec une idée de créer une télécommande filaire avec 2 boutons, élégante et ergonomique. Donc, ça peut être typiquement un cas d'étude qu'on pourrait me demander, un cahier des charges qui pourrait s'arrêter là. Inclure une carte électronique pour faire fonctionner les 2 boutons et injecter cette télécommande à 100% dans des moules imprimés en 3D. Donc, voici le processus. Donc, l'idée, c'est un peu de pas aller le plus vite possible, mais de montrer entre l'idée et la concrétisation du projet le peu de temps qui peut s'écouler. Donc, je vais expliquer les phases ci-dessous. Donc, au début, il y a une phase de design, donc avec le brief qui a été avant. Donc, je vais travailler sur l'ergonomie, le sketch, donc tout ce qui est design du produit, modélisation 3D, surtout volumique pour avoir le volume et commencer à créer les premières formes du produit. Donc, ça va se poster dans la première semaine. Ensuite, en général, le volume qui a été modélisé, on l'imprime en 3D pour passer vraiment de l'écran au réel et pouvoir tenir l'objet dans les mains. Donc, souvent, c'est une impression qui se fait en FDM, donc en dépôt de fil, parce qu'il n'y a pas besoin forcément beaucoup de détails, mais c'est surtout pour avoir l'idée du volume dans les mains. Ensuite, on vient passer à la conception technique. Donc là, c'est plus une fois qu'on a figé vraiment plus l'esthétisme et l'ergonomie du produit, aller fouiller en détail, couper le produit, créer des coques, incruster la carte électronique, les boutons, les logements, tout ce qui est ajustement, tout ce qui est vraiment technique, quoi. Donc, c'est une phase qui prend environ 1 semaine. Ensuite, une fois que cette phase-là est terminée, on vient l'imprimer en SLA ou SLS. Donc, c'est des technologies d'impression 3D qui sont plus précises et plus qualitatives, je trouve. Donc, pour avoir, pareil, pour passer de l'écran au réel, avant de concevoir la conception des moules. Donc, une fois qu'on a vu que les pièces s'emboîtaient bien et que c'était un projet réaliste, on commence la conception des moules d'injection. Donc là, on fige le design et on commence à concevoir les moules qui seront imprimés en 3D, donc ce qui se représente environ entre 1 et 3 heures de travail pour concevoir un moule. Et donc cette phase-là qui se constitue dans la dernière semaine, voilà, entre la conception des moules, l'impression des moules et l'injection, on arrive à avoir vraiment de l'idée, du brief du projet au produit dans la bonne matière en 1 mois. Donc ça, c'est vraiment le délai qui a été tenu pour ce projet que je vais vous présenter. Donc, pour la première phase de l'ergonomie, donc selon le brief, une télécommande un peu ergonomique. Donc, j'ai essayé d'avoir des volumes réalistes et de suivre un peu le form follows function. Donc, c'est un peu un principe du design qui stipule que la forme doit suivre la fonction. Donc là, pour le coup, j'avais fait une petite boule en pâte à modeler, puis je l'ai maintenue dans mes mains pour qu'elle tienne le mieux possible dans la main, et puis que le doigt aille naturellement sur la position des boutons. Donc on arrive globalement à retirer une forme. Donc ensuite, la forme là que j'ai dessinée, donc dessinée au brouillon un peu pour passer de ma tête au papier. Donc on peut voir à gauche vraiment une idée vite fait des dimensions repris sur la pâte à modeler, et un peu à droite plus un dessin plus réaliste où j'ai incrusté la carte électronique et vraiment plus une projection du produit, à quoi le produit pourrait ressembler. Donc ça, c'est des éléments que j'envoie, qu'on distribue et qu'on valide ensemble pour ensuite avancer dans les étapes. Ensuite, l'étape d'après, c'est la modélisation 3D. Donc une modélisation surfacique d'un volume plein, donc qui permet d'avoir une grande flexibilité dans la modification et d'ensuite imprimer un prototype de ce volume plein rapidement en impression 3D pour voir si en fait ce qu'on a dessiné correspond bien à l'idée et à l'ergonomie qui a été décidée. Et après, je passe à la conception technique, où là, c'est plus, donc, comme je disais, creuser dans la matière. Donc, pour le coup, pour ce projet, qui était un projet qui devait être injecté avec une presse d'injection manuelle,
qui est la Holypress, qui est créée par Holymaker, il y a un volume maximum de 15 cm3 à ne pas dépasser, qui est la capacité maximale de la machine. Donc voilà, il fallait que les parois et l'ensemble du volume de la pièce rentrent dans ce volume. Éviter des parois trop fines, voilà, inférieures à 1 mm pour pas que En fait, vu que c'est une presse injectée manuelle, on vient l'injecter avec la force de la main. Et du coup, on n'a pas la capacité d'un piston hydraulique pour injecter la matière très fortement. Et pour que la matière glisse bien dans les parois du moule, il faut des parois pas trop fines. Bien respecter tout ce qui est dépouille, voilà, pour après sortir facilement la pièce du moule. Ajouter raidisseur, congé pour faciliter l'arrivée du fluide dans le moule. Et tout ce qui est raidisseur pour la rigidité de la coque de la matière. Ensuite, donc, comme je disais, après, on repasse à une phase de prototype. On vient concrétiser encore une fois le 3D en réel. Donc là, voilà, les prototypes ont été sortis grâce à une imprimante SLA, une imprimante résine. Donc voilà, pour voir que tout s'ajustait bien, rentrait bien ensemble et se vissait bien. Donc, j'ai parlé de la SLA, mais pour voir en détail, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, c'est la stéréolithographie. Donc, c'est la première technologie d'imprimante 3D qui a été inventée en France en 84 et c'est inventé avant les États-Unis de 3 semaines et doublé par petite fierté française, mais doublé par le manque d'investissement en France et maintenant c'était plus capitalisé par les États-Unis. Et donc il y a une restriction du plateau sur les imprimantes 3D résine qui sont quand même des plateaux généralement plus petits que des imprimantes 3D à fil, à dépôt de fil. Donc c'est quand même à prendre en compte pour la fabrication des boules. Donc globalement, ça marche un peu à l'envers. Donc il y a un projecteur en dessous où on vient polymériser de la résine qu'on vient accrocher à la plateforme. Et après, la plateforme va monter. Et petit à petit, grâce à des supports, la pièce va se créer de bas en haut, en fait. Et là, on en arrive à la conception des moules. Donc voici à quoi il ressemble à droite. Donc le gros avantage, c'est qu'on peut avoir un prix unitaire faible. Donc ça permet de faire des quantités de 50, 100 pièces en bonne matière tout en ayant un prix de moule très réduit. Des délais très réactifs, je montrerai après, mais il y a juste à lancer une impression de moule et après, le lendemain, on peut utiliser le moule et l'injecter. Par rapport à, par exemple, l'usinage où on a des délais de plusieurs semaines. Et la simplicité de conception qui est due comment dire, on a besoin de moins de connaissances poussées en usinage pour créer un moule imprimé en 3D. Donc voilà à quoi ressemble le moule. Je vais passer sur Fusion vite fait pour montrer plus en détail. Le moule d'injection qui a servi à injecter le corps de la pièce. Donc voici la télécommande. Donc je vais enlever le couvercle. Et ici, avec une analyse, donc on vérifie au début tout ce qui est dépouille, ce qui va nous permettre de positionner le plan de joint. Ensuite, il y a une fonction qui est sympa sur Fusion, c'est la fonction dérivée, qui permet d'isoler une pièce de notre composant et de pouvoir travailler dessus. Donc pour le coup, j'ai travaillé l'échelle pour contrer j'ai plus le mot, contrer le retrait de la pièce, donc qui est de 1,5% sur le polypropylène, la matière qu'on a choisi à injecter. Donc on va isoler la pièce, faire le changement d'échelle, et ensuite cette pièce-là, on vient s'en servir de base pour ensuite créer le moule qu'on imprimera en 3D par la suite. Donc en fait, on part de la pièce, et ensuite on part d'un côté, donc le haut ou le bas. Donc si on part du bas, j'enlève la pièce. Et donc, en fait, on vient décalquer, on va dire, un peu les faces. Donc, pour le bas de l'extérieur de la coque, du corps. Et pour l'intérieur, on vient décalquer, en fait, l'intérieur de la pièce. Et ensuite, donc ça, grâce à la fonction décalage, quand on vient vraiment prendre les surfaces de la pièce. Et ensuite, on vient les relier à un solide pour solidifier le tout et créer le moule. Et après, tac, on vient ajouter c'est vrai que c'est des fonctions qui ne sont pas forcément communes dans l'usinage de moules. Donc, par exemple, des petits chanfreins qui permettent de retirer la pièce du plateau d'impression plus facilement. Des inserts métalliques qui permettent de contrer. Donc ici, il y a des inserts métalliques qu'on utilise. En fait, on se sert d'éjecteurs
Donc, tout ce qui est diamètre en dessous de 2-3 mm, on vient les remplacer par des éjecteurs métalliques pour permettre de ne pas casser la pièce, parce qu'on est quand même moins solide que le métal, que de l'aluminium. Du coup, on vient compenser par des ajouts d'inserts. On vient placer des petites goupilles pour positionner le moule. Et ensuite, là, on peut voir que le moule, il est verrouillé grâce à un système de vis où on vient brider le moule manuellement avant l'injection. Et ensuite, je vais montrer comment on place le moule. Non, c'est pas là, c'est là. Donc en fait, après, on place le moule en dessous de la machine pour venir injecter la pièce directement. Donc voilà à quoi ça peut ressembler en situation. Donc c'est pas le moule qui est utilisé, mais c'est pour montrer un peu les dimensions et l'encombrement que peut représenter la machine. Alors, donc ce qui est vraiment intéressant, enfin ce que je trouve vraiment l'énorme point positif, c'est qu'on peut vraiment injecter pièce par pièce et utiliser uniquement la matière dont on a besoin pour. Si on a besoin d'injecter 5 pièces, on utilise 5 quantités de matière pour la pièce et on n'a pas de gâchis à ce niveau-là. Voilà, donc on peut voir un peu la mise en scène, à quoi ça peut représenter, à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, pour la rapidité, j'avais mis 1 jour, 1 moule, donc c'est vraiment le délai qui est entre la conception du moule, l'envoi en impression et la sortie d'impression de la pièce. C'est un peu les délais qui sont réels pour la fabrication d'un moule, où on peut comparer ça à 3-4 semaines pour un moule usiné, sachant qu'il faut fournir tout ce qui est plan de détail d'un moule, qui sont quand même assez longs à faire, et qu'on peut bypasser par juste l'impression d'un moule. Donc en général, l'impression représente 80% du temps, donc ça dépend vraiment de la géométrie du moule. Et ensuite, il y a tout ce qui est post-traitement, donc il représente plus ou moins 20%. Donc là, c'est un post-traitement fixe qui ne varie pas selon la taille de la pièce. On vient laver la pièce en sortie de machine, faire un curing, donc tout ce qui est UV, donc c'est pour photopolymériser la résine qui pourrait être encore pas complètement polymérisée. Après, on vient faire un traitement thermique pour que la résine en question résiste mieux aux hautes températures pour pouvoir ensuite l'injecter. On vient retirer les supports et poncer éventuellement la surface où on pourrait avoir des petits escaliers pour avoir une surface bien lisse. Et donc voilà, dans la photo ci-dessous, on voit le moule d'injection avec la pièce qui a été injectée. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on peut passer d'une idée à une pièce bonne matière. Donc quand on pense à bonne matière, ce qui est vraiment, enfin moi le plus gros atout que j'ai trouvé, c'est tout ce qui est TPE, donc les thermoplastiques, élastomères, pour tout ce qui est validation de Shore, par exemple, de dureté ou de ressenti de la matière. Ça permet très rapidement de tester des matériaux et se rendre compte de leur ressenti en fait très rapidement. Voilà, c'était la présentation. Donc, merci de votre attention. Merci, on peut voir une Herman. photo de la télécommande injectée avec la presse injectée manuelle. Merci beaucoup, Herman, pour les coulisses de ce projet. C'est un super projet, surtout c'est hyper visuel. Merci pour toutes les étapes, les photos, les infos. Ça m'a passionné, perso. Merci bien. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans l'onglet Q&A. Tom, typiquement, n'hésitez pas à poser votre question dans l'onglet Q&A, on les reprendra. Et puis, vous pourrez aussi poser vos questions à Herman, à Holymaker qui sont sur le salon. Je propose qu'on passe à Grégoire et ensuite, on compile un peu toutes les questions pour tous les deux. Ça vous va? Ouais, ça marche. Parfait. Grégoire, je vous laisse partager votre présentation. J'arrête. C'est parti. Donc, comme vous le savez sûrement, chez Decathlon, nous concevons nos propres produits. Donc, je vais vous présenter comment Active a pu trouver sa place en interne, en intervenant sur l'ensemble du cycle de vie du produit, de l'embryon de l'aider jusqu'à la fin de vie, ainsi que le rôle qu'a pu jouer Fusion 360 dans ce succès. Donc, tout d'abord, on va commencer par vous présenter qu'est-ce que l'AdLab. Donc, l'AdLab est né en 2016 d'une volonté tout simplement d'internaliser les process de fabrication additive et de monter en compétence sur l'ensemble de la chaîne de la valeur qui en dépend. Donc, on va commencer par l'amont de cette chaîne de la valeur, le fameux DFAM, Design for Additive Manufacturing,
qui va nous permettre de concevoir en tirant au mieux parti des possibilités offertes par la fabrication additive, notamment par l'utilisation de Fusion 360. Je rentrerai plus dans le détail comment Fusion a pu nous aider sur ce pavé-là. Ensuite, on va œuvrer également sur la partie recherche et développement. Ça reste un gros pavé en interne au sein de notre entité, car on a une grande volonté de pouvoir garder cette longueur d'avance et de répondre au mieux aux attentes des concepteurs et designers en interne pour leur conception de leurs produits et également, a fortiori, satisfaire nos clients utilisateurs finaux. Le prototypage reste toutefois notre cœur de métier. Ça fait plus de 6 ans aujourd'hui que nous existons et nous avons commencé par là. Donc, nous accompagnons et conseillons les concepteurs sur le choix du couple technologie et matière à sélectionner selon le type de prototype qu'ils désirent concevoir et également en lien avec le cahier des charges associé. Ensuite, le pavé production, donc mis en lumière par les pavés précédents. Et quand cela est pertinent, donc on envisage de switcher et d'aller en production par le biais de la fabrication additive. Donc, on va tirer parti ici de l'agilité, bien sûr, du process et de la liberté de ton et de forme qu'offrent ces technologies. Et pour finir, le SAV, le service après-vente, qui tire également avantage de la fabrication additive en permettant de sauver de nombreux produits de la benne. Et je vous expliquerai pourquoi ensuite. Donc, notre équipe, elle est composée d'une vingtaine de personnes. Donc, les profils sont divers et variés. Ça va de la communication, ingénieur process, IT, méthode, production, designer, docteur en structure lattice et j'en passe. Notion spéciale à Kevin Penverne qui nous a accompagnés dès le début sur Fusion 360 qui a un petit peu initié Fusion au sein de l'équipe. Aujourd'hui, beaucoup de monde l'utilise au sein de notre équipe, notamment pour la versatilité de ce qu'on peut faire dessus. Un mix entre un outil surfacique et volumique. J'entrerai dans le détail par la suite. Mais voilà, c'est notre utilisateur expert en interne et il nous a beaucoup aidé. Donc, au niveau du réseau AdLab, il faut savoir qu'il est constitué de 6 centres répartis en France et un centre situé à Taïwan. Donc en fait, c'est très simple. On compte un centre AdLab par centre de conception. Donc ces centres de conception vont être implantés au niveau des zones de pratique des différents sports. Donc, par exemple, pour tout ce qui est sport d'eau, ça va être près d'Andaille, proche de la mer. Pour les sports de glisse et d'escalade, ça va plutôt être au niveau de Sallanches et d'Aumancy, proche de la montagne. Tout simplement pouvoir tester rapidement les produits sur le terrain avec les passionnés. Et donc, l'offre de chaque centre AdLab en termes de technologie et de matériaux disponibles va être adaptée aux besoins des concepteurs. L'AdLab fait également partie d'un autre réseau, l'AdLab & Co, qui constitue tout simplement un réseau d'entreprises qui partagent les bonnes pratiques. Donc voilà, on va partager une connaissance autour de la fabrication additive pour faire en sorte que chacun puisse monter en compétences. Donc nos missions, je vais les répéter, donc comme vous l'avez compris, c'est d'accompagner le développement de produits et d'outils, de l'embryon jusqu'à la gestion de sa fin de vie, comme on aime à le dire, du prototype au SAV. Donc, on va commencer par la chaîne numérique, la captation de données au travers du scan 3D, puis du traitement des fichiers associés. Donc, c'est mon collègue Daniel qui va être à même de pouvoir réaliser, par exemple, du contrôle dimensionnel, du rétro-engineering, ou encore des configurateurs web basés sur des produits scannés. Donc, on va pouvoir vraiment acquérir cette donnée. La chose la plus marrante et atypique qu'il y a eu à scanner, vous pouvez le voir juste ici, c'est un cheval, avec une certaine difficulté car ce dernier bougeait en permanence. Et donc la prise de mesure était assez complexe. Donc le cheval a ensuite été imprimé à l'échelle 1 pour permettre aux équipes de Fuganza, alors Fuganza c'est la marque d'équitation de chez Decathlon, de pouvoir tester rapidement donc, les selles, les licoles et les produits directement sur le cheval et d'étudier également la morphologie. Donc ensuite, on va passer à la partie conception. Donc, comment concevoir pour la fabrication additive, grande question, DFAM, Computational Design et Generative Design. Donc, avec l'aide de nos designers, on a travaillé pour rendre possible le Computational Design. Donc, qu'est-ce que c'est Ça consiste tout simplement à créer des fichiers CAO paramétrables qui vont permettre d'effectuer des modifications extrêmement rapides sur une 3D, en modifiant par exemple certains curseurs.
Par exemple, vous pouvez venir paramétrer le rayon d'un cercle et juste en bougeant le curseur, votre modélisation va se mettre automatiquement à jour. Donc voilà, c'est la puissance de l'outil, de pouvoir faire des fichiers entièrement paramétrables et grâce à ça aussi rendre possible la personnalisation de masse. En venant capter de la data, par exemple, je parlais plutôt de scan sur nos utilisateurs sportifs. Demain, on peut imaginer se faire scanner donc voilà, certaines parties du corps et venir adapter en fonction le produit sportif, directement et simplement grâce à la puissance du computational design. Ensuite, on a également donc, la puissance du generative design pour optimiser nos futurs produits. Par exemple, pour une logique environnementale et d'ultra performance, donc il y a nos équipes de chez Van Rysel. Alors Van Rysel, c'est notre marque de vélo route performance qui se sont associés à Autodesk avec l'utilisation de Fusion 360 pour imaginer donc, ce qu'on peut appeler la panoplie du vélo du futur. Donc, vous pouvez le voir juste ici avec donc une fourche en générative design. Donc, ça nous a permis tout simplement d'optimiser la masse, de mettre la matière seulement là où c'était nécessaire en fonction des contraintes mécaniques aussi imposées sur cette pièce et d'augmenter en performance, en légèreté. Donc, une fois le fichier CAO généré, nos concepteurs vont utiliser les solutions de prototypage pour donner vie au produit. Il faut savoir qu'en 2022, pour vous donner une idée, c'est plus de 15 000 prototypes qui ont été imprimés en interne. Internaliser le prototypage, simplement, il y avait une vraie volonté d'optimiser le cycle de développement. Comme a pu le dire plus tôt Mathieu, on a réussi à passer d'une dizaine de jours à partir du moment où le devis était signé jusqu'à la réception du prototype à une journée, voire 3 jours, suivant la technologie utilisée. Donc voilà, ça optimise les cycles de développement, ça va venir réduire le time to market et surtout, ça va nous permettre de préserver notre propriété intellectuelle, chère à notre cœur. Et donc, nous, notre mission, c'est d'aiguiller nos utilisateurs sur le choix du meilleur couple technomatière qui est adapté à la typologie du prototype qu'on souhaite créer. Et également, corréler ça avec le cahier des charges voulu par le concepteur. Ainsi, on a 3 grandes familles de prototypes en interne. Donc, c'est ce qu'on va appeler les prototypes monstres. Donc, tout simplement pour valider une forme, une première intention. Donc, prototype rapide. Prototype design pour une validation plutôt esthétique cette fois. Donc, un choix couleur, faire un benchmark auprès de nos clients, faire une maquette, par exemple, pour un concept store, comme vous pouvez voir ici, le PNPL, donc le dernier vélo, celui réalisé en lien avec Autodesk, donc, qui préfigure ce que sera le vélo performance dedans. Et pour finir, il y a le prototype fonctionnel. Donc, cette fois, pour réaliser des tests en pratique sur le terrain avec les utilisateurs sportifs et se rendre compte si voilà, le volume, la forme, les fonctionnalités du produit match sont respectées et fonctionnent. Et on s'appuie d'ailleurs beaucoup sur l'utilisation de Fusion 360, comme j'ai pu le dire en intro, pour retravailler les fichiers 3D. Car on reçoit beaucoup de fichiers de la part d'un grand nombre de designers en interne, sauf qu'en interne, on utilise énormément de software différents. Donc, je vais vous passer les noms, mais je pense qu'on a à peu près tout ce qui peut exister. Et donc, nous, on a récupéré toutes ces 3D pour pouvoir les imprimer. Or, parfois, sur les 3D, par exemple, sur FASIC, on a des problèmes. Les 3D ne sont pas correctement fermés. Le fichier est dès lors inimprimable. Et on doit venir retravailler le fichier, nous, équipe AdLab. C'est là où entre en jeu Fusion 360. Et grâce à sa versatilité, à mi-chemin entre un outil sur FASIC et volumique, on arrive bien à retravailler les fichiers, à les retaper et, in fine, à imprimer. Donc, au niveau de la recherche et développement, c'est également un énorme axe chez nous, très saillant, car on a la volonté de pouvoir caractériser les matériaux disponibles en interne, mais aussi sur le marché. Donc, connaître toutes ces propriétés, ça va nous permettre d'utiliser au mieux les outils de simulation et d'optimisation, des différents softs, mais aussi ceux de Fusion, par exemple. Et ça va nous permettre d'aiguiller nos concepteurs sur quelles épaisseurs de matériaux choisir, etc. Donc, c'est vraiment en lien avec le DFAM également, pour mieux comprendre toutes les parties prenantes
avec le triptyque matière, process, machine, et également conception design. Donc c'est un triptyque produit qui va garantir en fait la qualité du produit sportif final. Et on met également le cœur à l'ouvrage concernant la recherche sur les structures lattices, tout simplement pour pouvoir prédire les comportements mécaniques donc, de ces structures en fonction de la matière sélectionnée et de la géométrie de structure utilisée. Donc, pourquoi les structures lattices? Car on a une réelle liberté de ton et de forme avec ces dernières. Voilà, ça peut venir remplacer par exemple une mousse pour des propriétés d'absorption de choc, de retour d'énergie. Ça nous permet aussi de personnaliser certains de nos produits. Donc voilà, il y a des gros enjeux et beaucoup de recherches sur ces sujets-là. Donc au niveau de la production, donc, il faut savoir que l'AdLab est aujourd'hui validé comme fournisseur interne à Decathlon. On est ainsi capable de produire, certifier et commercialiser des pièces en fabrication additive en petite et en moyenne série. Donc à l'heure actuelle, seule la technologie multi-jet fusion de chez HP, donc Binder Jetting, pour ceux qui connaissent, est aujourd'hui certifiée en interne, donc tout simplement pour des raisons de répétabilité et de reproductibilité. Donc c'est la techno qu'on a pu valider et on en est très content. Donc à l'heure actuelle, c'est plus de 48 774 pièces qui ont été produites en 2022. Donc on fait des séries généralement qui peuvent aller jusqu'à une centaine de pièces. Donc tout simplement une pré-industrialisation pour tester un marché, tester voilà, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de pièces. Donc 14 000 il me semble pour la plus grande série. Donc pourquoi utiliser la fabrication additive pour ce type de produit? Donc la première, c'est en raison de l'agilité de la techno. Donc, par exemple, ces dernières années, dû à la situation de Covid, on a eu énormément de problèmes de supply sur les vélos, par exemple, et des problèmes de qualité également sur des pièces injectées ou des retards de moule. Et donc, c'est là où la fabrication additive a vraiment tiré son épingle du jeu, car on est extrêmement agile, on produit en local, on peut directement fournir ça aux usines. Donc, tout simplement, à l'origine, de toute façon, les pièces sont souvent prototypées en 3D. Donc, il est très simple pour nous de venir switcher en production. Donc, on les valide, on prépare les batchs, on s'assure que la partie labo est validée, qu'on passe l'ensemble des standards nécessaires. C'est produit et ensuite c'est envoyé sur les lignes d'assemblage pour pouvoir permettre aux produits, et notamment ici au vélo, de sortir en magasin. Donc, vous pouvez voir quelques exemples. Donc, c'est la photo tout à gauche et la photo tout à droite. Donc, à droite, c'est tout simplement un passe-câble qui a été imprimé en TPU et donc avec un traitement chimique qui permet d'avoir une qualité en termes d'aspect de surface. Et donc, la deuxième raison, c'est le gain en time to market, tout simplement obtenu par une réduction des temps de développement. On passe pour certains produits de 18 à 7 mois de développement. Pourquoi? C'est très simple, car on évite l'utilisation d'un moule. On réduit également les coûts. Donc tout le temps de conception du moule, de rectification, de production du moule également sont économisés. On peut itérer plus vite. Ça permet également de tester de nouveaux produits sans risque sur le marché, car encore une fois, pas de moule, donc pas de coût de moule. Pas de stock non plus, donc si le produit ne fonctionne pas, in fine, les pertes sont minimes. Et on n'a pas forcément... et on peut retravailler, régénérer une 3D et adapter le produit, le faire évoluer beaucoup plus rapidement. Sans pour autant être obligé d'attendre les 2-3 ans réglementaires pour, on va dire, amortir le coût du moule et le coût du process de conception. Donc aujourd'hui, c'est une vraie liberté de ton et une liberté de forme. Et demain, il y a aussi les produits, ce qu'on appelle augmentés, donc avec un design unique, utilisant la structure lattice et autres, qui verront le jour chez nous. Donc, au niveau de l'outillage, donc aujourd'hui, la fabrication additive va permettre également... Grégoire, je me permets de faire le maître du temps, dans le sens où il nous reste 10 minutes. Voilà, je ne sais pas si pour combien de temps tu en as encore. Il me reste 2 slides. Ok, donc, on te laisse finir et on prend les questions après. Et petit rappel pour les participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q.
Ok. Pour aller rapidement, donc, au niveau de l'outillage, ça va vraiment permettre de mettre en place des solutions innovantes en termes de contrôle qualité, d'efficience opérationnelle. Aussi augmenter la qualité de vie de nos opérateurs sur ligne et la sécurité. Donc tout simplement, on va venir améliorer l'ergonomie des postes de travail. Il faut savoir que mon collègue qui est en charge de cette partie fait l'ensemble de ces outillages sur Fusion. Et pour finir, ce qui me tient particulièrement à cœur, donc, c'est le rôle de la fabrication additive au niveau du service après-vente, au niveau de nos produits. Donc, ça va permettre d'apporter une solution aux ruptures de stock sur nos pièces SAV. Donc, Loïc, mon collègue, va intervenir sur cette partie. Donc, je vais prendre l'exemple d'une table de ping-pong, par exemple. Il faut savoir que chez Decathlon, la satisfaction client est une priorité. Donc, si nous sommes dans l'incapacité aujourd'hui de remplacer de filets qui seraient défectueux et qui coûteraient quelques euros, on serait obligé de vous fournir une table neuve d'une valeur de 400 euros en moyenne. Et donc, l'ancienne table qui est in fine réparable serait jetée, entraînant une pollution et également une perte nette pour l'entreprise. Donc, aujourd'hui, la fabrication additive va apporter une solution. Donc, tout simplement, les ateliers vont nous remonter les ruptures au niveau des pièces SAV. Donc, l'éligibilité. Donc en termes de sécurité, est-ce que c'est une pièce sécuritaire ou non? Est-ce qu'on a une matière aussi qui peut fitter avec la matière originelle? On va récupérer la CAO. Au besoin, on la régénère, toujours avec Fusion. Et on va l'adapter aussi pour essayer de résoudre le problème. Parce que pourquoi on a une rupture sur une pièce SAV? C'est parce qu'il y a beaucoup de casse. Et donc des fois, il y a une root cause au niveau de cette casse. Donc on va essayer de corriger le défaut. On va l'imprimer en 3D, on va effectuer les mêmes tests labo que c'est initialement prévu, avec le cahier des charges de la pièce originelle. Et ensuite, on va mettre cette pièce au catalogue, donc en atelier. Et pour certaines d'entre elles, elles seront également commandables sur decathlon.fr. Donc vous pouvez aller sur decathlon.fr et taper AdLab. Et vous verrez l'ensemble de nos pièces aujourd'hui commandables. Donc à noter qu'en 2021, c'est tout de même 204 tonnes de CO2 qui ont été évitées. Et voilà. Et aujourd'hui, on a 42 références de pièces en SAV et ça ne fait qu'augmenter. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Grégoire. Pareil, bravo à tous les deux. C'est des très belles présentations. C'est toujours hyper agréable. On va passer tout de suite aux questions. On a eu surtout des questions sur la partie de Herman pour l'instant. Il y a quelques questions qui commencent à arriver pour Grégoire. N'hésitez pas dans l'onglet Q&A à les poser. Moi, j'avais peut-être une petite question pour commencer, parce qu'il y a quand même eu un focus dans cette table ronde sur la matière. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire quel est le rapport entre la matière et la conception. Alors, comment on fait pour intégrer justement cette notion de matière dans la partie conception? Herman, Grégoire, c'est une question qui est très large, mais comment comment la matière finale, la matière du prototype, va entrer en amont, donc dans la partie conception? Est-ce que vous allez pouvoir simuler des choses? Est-ce que vous allez pouvoir rentrer les caractéristiques de ces matériaux dès la partie conception? Est-ce que c'est beaucoup d'aller-retour où on imprime le produit avec une matière qui est très proche de la pièce finale? Voilà, comment vous abordez cette notion de matière dans la partie conception? Je ne sais pas s'il y en a un qui est plus inspiré qu'un autre. Je peux y aller. Ouais, alors. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux. Si je regarde un petit peu ce qu'on fait nous en interne, il faut savoir qu'il y a encore peu de matériaux, on va dire, disponibles pour la fabrication additive, si on compare au monde de l'innovation et de ce qu'on connaît. Donc forcément, nous, on va essayer de trouver des matériaux simili pour toutes les phases de prototypage, donc pour se rapprocher au plus près de la matière finale qui sera injectée. Si on décide de ne pas produire en fabrication additive, on va essayer de se rapprocher au plus près. J'ai aussi un collègue qui travaille directement sur l'impression à base de granulés. Donc il peut directement imprimer avec le matériau qui sera injecté in fine, plus près des comportements du produit final. Donc là, c'est un réel enjeu. Demain, ça, c'est le gros truc, c'est justement les amis fournisseurs pourront sortir plus de matériaux adaptés. Et avoir toutes ces propriétés matières, ça va également nous aider sur toute la partie simulation, c'est ce que j'ai pu dire, à l'aide de Fusion pour anticiper, optimiser les designs,
être sûr des épaisseurs minimales à respecter, maximales, et pouvoir, in fine, consommer le moins de matière possible, tout en ayant les tenues mécaniques souhaitées. Herman, de ton côté, Ouais, je voulais rajouter que le terme de bonne matière. L'enjeu, c'était quand même que aujourd'hui, tout ce qui est impression 3D, ça ne remplace quand même pas l'injection plastique. Donc, c'est difficile de faire des simulations avec des prototypes imprimés en 3D. Donc, voilà, pour le coup, ce que j'ai présenté, ça peut être intéressant du coup d'injecter des pièces directement dans la bonne matière pour faire des tests d'emboîtement ou de compatibilité avec d'autres ensembles. Et voilà, puis c'était surtout, moi, je trouve le manque qu'il y a aujourd'hui, c'est au niveau des shorts. Je trouve que l'impression 3D ne représente pas vraiment le short réel d'un matériau, ni sa douceur ou par le procédé de fabrication, son rendu final. Et du coup, dans le choix du matériau, je trouve qu'il y a encore un manque aujourd'hui là-dessus, quoi. Et on peut pas vraiment simuler parfaitement, d'où l'intérêt de faire des petites séries en bonne matière pour valider ce point qui peut pas être vraiment validé à l'avance, ou avec des échantillons, mais voilà. Et est-ce que parfois vous allez être limité je me permets, je suis très égoïste, je ne prends pas les questions du public encore. Est-ce que parfois vous allez jouer sur justement le design parce que vous n'avez pas forcément la bonne matière et donc vous allez travailler peut-être un peu plus le design pour vous rapprocher d'une caractéristique spécifique d'un matériau? Donc tu parlais du short par exemple. Est-ce que par exemple vous allez J'ai eu un exemple, d'avoir cette maille, cette structure lattice pour avoir ce côté un peu plus flexible? J'ai un exemple, par exemple, je fais un projet avec des clairement, clips. on peut utiliser des Et moyens en fait, tout ce qui est détournés clips, à l'aide du DFM. Je crois que je Grégoire sais pas qui entend. n'entend pas Herman. Je sais pas si on pas. Non, je disais, par exemple, Non. j'avais un projet sur des clips et donc on a fait tout ce qui est prototype en impression 3D. Et vu qu'on n'a pas les mêmes résistances mécaniques, les clips sont conçus selon les résistances mécaniques. Et du coup, à la phase du prototype, les clips vont être changés pour le matériau final. Donc en fait, les clips vont s'adapter à chaque fois en fonction du matériau, du processus utilisé. Donc en fait, il y a un peu des allers-retours quand même entre le prototype et la pièce finale, où pour la pièce finale, on va quand même reprendre le matériau qui va être injecté à la base, au final, enfin définitivement, et s'adapter par rapport à ce matériau pour revoir encore la pièce une dernière fois. C'est chose qui arrive. Grégoire, on t'a coupé. C'est juste que j'entends pas Herman, en effet. Donc, non, j'allais juste dire qu'en effet, ça peut nous arriver de modifier les structures pour pouvoir avoir un comportement voulu dans un autre matériau. Ok. Je vais prendre une ou deux questions rapidement. Alors j'imagine que c'est plus pour Herman, mais n'hésite pas Grégoire. Comment est-ce que le moule plastique supporte la température d'injection? Alors j'imagine on parle aussi de cadence, combien de pièces on peut faire avec un moule imprimé en... Ouais, donc c'est vraiment la question. En fait, donc là c'est des résines, les résines les plus solides de Formlabs, donc c'est des résines rigides d'ICA qui ont qui se déforment vraiment très très peu à la température. On peut enchaîner assez rapidement les séries. Et après, en fait, ça dépend de la complexité des formes de la pièce. Si on a des parois fines qui sont fragiles, on va dire, à force de retirer la pièce, il y a possibilité de casse. Donc, c'est un peu à ce niveau-là que la série en fait va s'arrêter. Après, pour des pièces vraiment avec des belles dépouilles, des pièces qui se retirent facilement, on peut faire 50, 100 pièces sans usure du moule. Sans grosse usure du moule. Voilà, après, si on a des petites inscriptions, en fait, tout ce qui est détail très fin, c'est ça qui pourrait s'user en fait, à force de retirer la pièce plus rapidement qu'un moule métallique, voilà, à cause de la dureté du matériau. Ok. Grégoire, je ne sais pas si tu as entendu la réponse, si tu as un élément toi de réponse aussi à apporter. Non, j'ai pas entendu la réponse. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, vous, des moules imprimés en 3D. Mais il y avait une mention de Herman qui était parfois on a besoin d'inscrire des caractères assez fins, etc. On a une question notamment sur quel type d'imprimante ou quel type de techno pour imprimer justement des détails type QR code. Ça, c'est des choses que tu fais, Herman. On voyait qu'il y avait du texte. Pareil pour Grégoire. Ouais. Est-ce que vous avez... on va choisir une technologie, on va devoir adapter le design en fonction de la technologie.
Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, les moules ils sont imprimés en SLA avec la technologie SLA. Donc c'est la technologie la plus lisse, enfin qui est par rapport à la fusion de poudre où la fusion il y a toujours une sorte de porosité, de granulosité qui fait que l'état de surface n'est pas vraiment très propre. Et pour comparer pareil à la FDM au dépôt de fil, on a quand même une précision beaucoup moins importante. Donc tout ce qui est relief de texte, je sais qu'une FDM par exemple, les couches font 0,2, 0,3, 0,4 Ok. mm. Donc déjà ça c'est une grosse limite par rapport à une SLA qui fait des couches de quelques microns. Donc on va pouvoir créer des niveaux de détail complètement différents. Grégoire, Herman parlait de SLA, FDM. Vous de votre côté, Alors, nous, de notre ce côté, on genre utilise d'application. de la SLA également ou du DLP, donc des thermodures, des résines. Et notamment, comme l'a mentionné Mathieu, on utilise également de la TNK de chez Formlabs pour pouvoir réaliser Ok. des moules en injection. Ok, très bien. Bon, bah, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. On peut vous retrouver tous les deux, Herman et Grégoire, avec Mathieu, juste avant sur la table YouTube Live, parce que l'événement est live sur YouTube, au 4e étage du salon. Donc, pour aller au 4e étage, on va repasser en mode networking. Vous avez des petits numéros à gauche de l'écran. Vous pouvez aller directement au 4e étage. Vous allez voir la table et vous pouvez aller leur poser vos questions. Un grand merci à Herman, un grand merci à Grégoire. Encore bravo pour vos super prêts, pour nous avoir un peu donné les coulisses de la conception produit chez OV Studio et chez Decathlon. Vraiment très appréciable. Voilà, encore un grand merci à tous les deux. Et on va enchaîner donc avec le mode networking avant de repasser sur des masterclass à 15h45. Merci à tous et à tout à Merci l'heure. bien, content d'avoir participé. Au revoir Herman, au revoir Grégoire. Au revoir.